Alors c'est moi qui ai introduit cette conférence, mais c'est mes collègues qui feront vraiment le gros du travail en réalité. On s'était dit avec Rosanne et Alexia qu'on voulait, et ça fait écho évidemment à l'introduction du directeur, mais c'est important de signaler que pour la BNU, c'est un enjeu stratégique, ces travaux autour de l'IA à des fins patrimoniales. Et on peut dire que c'est vraiment porteur de sens aujourd'hui pour nous, parce qu'il y a des envies et des idées dans les équipes, ce qui est quand même un prérequis assez indispensable. Il y a des fonds exceptionnels sur lesquels on peut vraiment travailler et avoir des idées d'innovation et de nouvelles technologies. Et surtout, il y a des compétences, même si, et ça c'est vraiment un point d'attention pour nous tous, il est important, je crois, de dire qu'il faut pouvoir s'associer des nouvelles compétences aujourd'hui dans ces domaines-là, lorsqu'on veut vraiment favoriser l'émergence et la conduite de projets en intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on était très content d'avoir effectivement la présence d'Alexia avec nous pendant quelques mois, avec une mention sur ce master, mention spéciale de ce master en technologie des langues de l'Université de Strasbourg, qui nous permet vraiment d'avoir des expertises fines sur ce sujet. L'occasion de progresser dans ce domaine, et ça ne vous étonnera pas, est surtout donnée grâce aux appels à projets. C'est à l'occasion de différents projets que nous avons, nous, moyen de monter des partenariats, mais aussi de travailler avec les chercheurs, parce que pour nous, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, et nous sommes là pour vérifier nos intuitions, mais en fonction des besoins des chercheurs, et c'est vraiment un point d'attention pour nous. Et aussi favoriser des partenariats. Et c'est vrai que cette journée a été l'occasion de nous rencontrer, nous, entre différentes personnes du Grand Est, où on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait être une force à mutualiser. Et du coup, merci Emmanuel, effectivement, d'avoir suscité ce moment qui permet qu'on se rencontre un peu tous. Alors pour nous, derrière ce terme RITER, tout a commencé l'automne dernier grâce à l'appel à projet que vous connaissez de l'équipex Biblissima Plus, auquel nous avons répondu sur ce projet baptisé RITER Plus, sur une idée originale d'un collègue qui est responsable des fonds patrimoniaux mais qui n'est pas là ce matin, Daniel Bornemann. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir appliquer un certain nombre de séquençages techniques sur un outil savant, puisque RITER Plus, et il y aura d'autres lieux en fait pour approfondir davantage le propos scientifique de ce sujet, mais reprend le nom d'un fameux répertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace au XVe et au XVIe siècle, en 7 volumes, plus de 6600 notices, et qui a été édité entre 1937 et 1960. Et pour les chercheurs qui travaillent sur la tradition de l'imprimé, sur la circulation des ouvrages, c'est un outil savant pivot pour leur recherche. Le but est d'arriver à une dématérialisation structurée et enrichie et de produire évidemment des données qui seront structurées, requêtables, interopérables. Et nous avons cette envie d'aboutir à 2 livrables, une édition numérique sur la plateforme Estrade, dirigée par notre collègue ici présent Guillaume Porte, coordonnée avec d'autres acteurs du site et hébergée à la Maison des sciences de l'homme d'Alsace, et aussi d'aboutir au versement de l'ensemble des données qui ont été travaillées dans le portail Biblissima Plus. Il est important de mentionner que ce travail a été construit avec différents chercheurs de l'Université de Strasbourg, de Tours, de Paris 8 ou de l'École des Chartes, avec une mention spéciale avec l'équipe des bibliothèques virtuelles humanistes qui nous ont aidés dans cette réflexion et dans le dépôt du projet. Et l'idée pour nous, sur le propos scientifique, c'est d'appréhender ou d'arriver à permettre aux chercheurs d'appréhender la totalité de la production alsacienne du XVe et du XVIe siècle
à travers ce premier produit, mais en l'enrichissant ensuite d'un certain nombre d'outils autres et en le liant à différentes bases déjà existantes. Et à travers ce corpus qui nous paraît maîtrisable, parce qu'il est vraiment sur la région Alsace, d'arriver à une méthode qui pourrait être reproductible sur d'autres publications qui seraient rédigées selon les mêmes standards. Je m'arrête là pour la partie du séquençage technique parce que je laisse la parole du coup à Rosanne qui est la pilote du volet justement technique du projet Ritter Plus et qui va nous expliquer la méthodologie. Donc effectivement, ce projet est né de plusieurs volontés conjointes, hein, comme l'a dit Catherine, d'une idée originale de Daniel Bornemann qui a rencontré la volonté à la bibliothèque numérique et le service dont je m'occupe aussi d'expérimenter des outils et de travailler sur comment rendre nos corpus plus exploitables sous forme de données pour la recherche. Nous avons envisagé effectivement 2 gros traitements pour ce répertoire. Alors, donc voilà, je voulais vous montrer en fait la façon dont se présentent les entrées du répertoire. Les 6000, comme disait Catherine, 6656, donc près de 7000 entrées. En fait, on voit que c'est extrêmement structuré. Pour ceux qui sont dans les métiers des bibliothèques, j'imagine que vous reconnaissez bien une description très normée, hein, où on reconnaît l'auteur, le titre, etc., l'adresse bibliographique. Et puis ensuite, quand on descend un peu, on voit qu'on a des renvois vers les différents répertoires, c'est des références, et ensuite la cote, puis la provenance. On voit, là, c'est le volume 1 qui a été reproduit et le volume 5, précisément pour montrer que ce répertoire est très très normé, mais la norme peut évoluer en fonction des volumes, ce qui ne sera pas non plus aussi simple que ce qu'on avait imaginé. Moi, mon rôle, entre effectivement la présentation de Catherine et le retour d'expérience que va faire Alexia, c'est vraiment de vous montrer en fait d'où on partait, c'est-à-dire les hypothèses de travail qu'on a émises, et puis finalement comment on voit que petit à petit, eh bien, en faisant des expérimentations, on enrichit et on amende un petit peu tout ça. Donc voilà, effectivement, c'est ce que je vous disais, vous parlez des hypothèses de départ qui étaient, c'est un répertoire hyper structuré qui ressemble à des références bibliographiques en ISBD. Donc ce sera facile de structurer tout ça. Voilà ce qu'on s'est dit au départ. On s'est dit qu'on allait d'abord concentrer notre effort, en tout cas d'expérimentation, avec la venue d'une stagiaire sur la partie extraction des entités nommées, même si dans le cursus des traitements, on l'a envisagé plutôt dans un deuxième temps, c'est-à-dire les 3 étapes, c'est le répertoire est déjà numérisé, donc c'est acquérir le texte, l'OCR, ensuite le lancement d'une structuration semi-automatisée, et puis ensuite la reconnaissance des entités nommées avec leur alignement sur des référentiels. Et puis je passe, mais effectivement l'alignement aussi des répertoires bibliographiques, c'est ce qui est prévu. On avait déjà identifié quelques outils en fait de reconnaissance des entités nommées qui étaient utilisés dans d'autres projets similaires, donc la librairie Python Spacie et puis le service Entity Phishing de Humanum qu'on voulait tester pour vérifier notamment si ça pouvait fonctionner sur nos données. On s'est dit également qu'on allait pouvoir, un petit peu intuitivement, qu'on allait pouvoir utiliser la place de ces entités nommées justement sur la page, dans la segmentation, en fait, pour peut-être cibler la reconnaissance et servir de guide. Et puis, on a vu aussi que cet ouvrage comportait un certain nombre de tables intéressantes, une table des auteurs, une table des graveurs. Et
là aussi, on s'est dit, tiens, mais quelque part, on pourrait rentrer les données des tables comme une sorte de base de connaissances pour que l'outil puisse après être enfin, améliorer la reconnaissance. Voilà, c'était les hypothèses de départ, peut-être un petit peu, enfin, je vous les confronterai avec les vôtres si vous avez tenté des expériences ou des recherches similaires sur la reconnaissance des entités nommées. Mais voilà d'où on est parti. On a décidé de sélectionner les entités non de personnes, les auteurs en particulier et les auteurs secondaires, et d'extraire également leur rôle. Et c'est en ça justement que la place sur la page était précieuse aussi, puisque vous avez bien vu là. L'auteur principal, c'est tout en haut de la description, et puis on peut trouver des auteurs secondaires dans les commentaires, dans des notes, voilà, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. On a décidé dans le même temps de rechercher à extraire aussi les noms de lieux, notamment parce que les modèles utilisés les reconnaissent aussi très bien, et puis parce que pour l'exploitation scientifique, c'est une demande qui a bien sûr été formulée très tôt, de pouvoir afficher la circulation notamment des ouvrages sur une carte ou des choses comme ça. On voit plusieurs cas d'usage se profiler. Et enfin, on n'avait pas retenu au départ l'extraction des dates, mais là aussi, les modèles qu'a testé Alexia semblent être très bien calibrés pour reconnaître les dates. Donc on a choisi, en discutant ensemble, de les extraire également, puisque ça nous permettra aussi dans la phase d'alignement avec le référentiel métier IDREF de désambiguïser sans doute ces noms d'auteurs. Il y a quelques particularités qui voilà, permettent aussi de rendre un tout petit peu plus complexe cette tâche et en même temps riche. C'est que les données sont multilingues, on trouve du français, de l'allemand et du latin. Comme je l'ai montré au départ, les volumes ne sont pas exactement organisés de la même manière entre le volume 1, le volume 5. Voilà, la présentation, en tout cas, n'est pas tout à fait identique. Comme je l'ai mentionné, on retrouve plusieurs zones qui comportent des noms propres, donc la zone de chapeau en fait, hein, de la notice, hein, où on voit bien que c'est l'auteur principal, mais ensuite il y a des noms propres qui peuvent se confondre, en même temps des noms de graveurs, puis ensuite des auteurs secondaires, et puis dans la zone des référentiels, c'est aussi des référentiels finalement qui sont signalés sous leur nom propre. Et là, peut-être que effectivement, le fait d'utiliser la segmentation et les différentes zones de ces informations nous permettra de travailler séparément sur chacune de ces typologies. Il y a aussi un nombre, on trouve, comme dans ce genre de volume, hein, des répertoires bibliographiques, vous vous en doutez, on trouve un grand nombre d'abréviations qu'il faut voilà, lever et en tout cas essayer de traiter. Et puis notamment des variations linguistiques sur les noms de lieux. J'irai pas plus loin là-dessus sur la particularité des données, mais c'est une introduction pour vous dire effectivement que le travail a été un tout petit peu plus ardu que ce qu'on imaginait au départ, en se disant bon, c'est très normé, c'est de l'imprimé, il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. Et c'est très important, les entités nommées, notamment pour ensuite être en mesure peut-être de faire comme cas d'usage de l'analyse de réseau intellectuel, et même de relier effectivement ces différentes œuvres entre elles qui peuvent être numérisées à d'autres endroits.
Alors l'idée d'accueillir Alexia en stage, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de faire un état de l'art, de lui demander de nous faire un état de l'art un petit peu sur les outils d'intelligence artificielle qui s'appliquent à la reconnaissance des entités nommées, notamment sur les bibliothèques de reconnaissance, enfin de Natural Language Processing, donc de traitement du langage automatisé du langage naturel. Je n'arrivais plus à transmettre, à traduire. Et puis l'autre objectif, c'était de tester en situation réelle sur les vraies données, en fait, les outils et les hypothèses de travail qu'on avait émises. Je te laisse la parole. Alors moi je vais passer assez directement aux 4 stratégies pour l'extraction des entités nommées, la reconnaissance, donc aussi la classification de ces entités nommées. Alors assez rapidement, la première stratégie que j'ai utilisée, c'est une stratégie par règle, avec une extraction brute, on va dire, sur du texte brut avec des expressions régulières. L'objectif étant de pouvoir exploiter donc cette base de connaissances initiale, qui est la liste alphabétique des noms d'auteurs et d'imprimeurs, pour ensuite aller chercher directement dans le texte. Ça a ce gros avantage qu'on sait exactement ce qu'on a en entrée, donc on sait aussi ce qu'on a en sortie. En revanche, on a relativement peu de flexibilité, parce que la moindre variation, que ce soit due à un problème d'océanisation ou simplement parce qu'il y a une variation linguistique, comme ce qui a pu être mentionné plus tôt, fait qu'on ne va pas pouvoir identifier le mot correctement. Donc ça c'est la table alphabétique des noms de personnes et de bibliothèques. J'ai simplement produit la liste intégrale de tous ces noms et je suis ensuite allée les chercher avec une expression régulière donc c'est un motif un motif de caractère dans une chaîne qui va être reconnu. Là je vous présente simplement un petit morceau de code pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. C'est pas très lourd et ça peut être effectué sur des grands volumes de données en réalité. Mais l'intérêt pour moi, c'est surtout d'aller chercher ce qui se fait aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Donc je suis allée comparer des modèles qui sont spécialisés dans la reconnaissance d'entités nommées, en utilisant des modèles qui sont disponibles sur la plateforme Hugging Face, qui est la plateforme de référence aujourd'hui sur lesquelles les gens vont déposer des modèles qui ont été pré-entraînés, des grands modèles de langue qui ont été pré-entraînés non seulement sur un grand volume de données, mais aussi, dans un deuxième temps, potentiellement affinés sur certaines tâches, comme c'est le cas ici sur la reconnaissance d'entités nommées. Donc il y a notamment la spécificité, c'est que ces grands modèles ont la capacité de gérer ces questions de variants linguistiques notamment. Il y a aussi une grande facilité d'utilisation. Je vais vous montrer un petit morceau de code pour vous montrer que c'est seulement 5 lignes de code, ça demande très peu de connaissances pour les bibliothécaires notamment. Je pense que c'est relativement accessible. En revanche, pas de spécialisation sur nos données, et comme vous l'avez vu, quand même beaucoup de choses assez spécifiques, assez pointues. Donc ça peut un peu poser problème aussi. On verra ça dans un deuxième temps au moment de la comparaison de l'évaluation. Alors ici c'est un peu de code. En réalité le cœur du code c'est seulement 5 lignes pour aller initialiser, pour aller chercher le modèle sur la plateforme Hugging Face qui est mis à disposition avec la bibliothèque Python Transformers. Je ne vais pas forcément trop m'attarder dessus. L'idée pour moi, c'est aussi de vous montrer ce qui peut être fait à partir de ces modèles et à partir du moment où on commence à réfléchir à faire une spécialisation sur ses propres données. Là, c'était vraiment l'objectif central, notamment en affinant donc dans un deuxième temps un de ces modèles sur nos données en particulier. C'est un gros avantage, c'est qu'a priori, on a ensuite quelque chose qui sera potentiellement adaptable soit à nos données en particulier, mais aussi potentiellement à toutes les données bibliographiques en réalité. En tout cas, ce serait l'objectif à terme. Avec un gros problème cependant, qui est que ça demande une grosse phase de pré-traitement et une annotation manuelle quand même assez importante pour pouvoir entraîner correctement les modèles. Donc quand je parle de pré-traitement, ça nécessite aussi un petit peu de connaissance en traitement automatique du langage, des langues naturelles. Pour vous donner un exemple ici, assez rapidement, là je vous ai présenté un petit exemple, un extrait d'une notice bibliographique, avec ensuite une étape d'encodage manuel que moi j'ai effectué en XML, mais c'est pas forcément une obligation, pour ensuite aller pouvoir extraire dans un deuxième temps chacun des mots et pouvoir leur associer leur étiquette correspondante. Donc, par exemple, vous avez le mot Haguenau.
avec l'étiquette B lock. Alors vous inquiétez pas sur le B qu'il y a avant, mais lock c'est pour location. Et donc ça c'est une sorte de tokenisation, c'est-à-dire la segmentation de la chaîne de caractères en mots, pour dire un peu ça simplement, de manière un peu brute ici dans le tableau supérieur. Et il faut savoir que les grands modèles de langue utilisent eux leur propre tokeniseur parce que c'est un peu leur grande force, c'est de pouvoir s'adapter à des données sur lesquelles ils n'ont pas été pré-entraînés. Donc ça leur permet notamment de pouvoir gérer des mots qu'ils n'ont jamais rencontrés auparavant. Et dans ce cas-là, ils opèrent une deuxième tokenisation, enfin une meilleure tokenisation, on va dire pour eux, où les mots qui leur ont été inconnus vont être divisés en tokens qui correspond à une sous-chaîne de caractères. Donc par exemple ici, j'ai mis un peu en exergue le mot Haguenau pour montrer qu'il est divisé cette fois en 3 tokens. Donc il faut ensuite procéder à un alignement. Donc c'est pas forcément une tâche très complexe, mais ça nécessite un petit peu de connaissances pour comprendre ce qui se passe derrière. Donc c'est peut-être un peu moins accessible dans un contexte de bibliothèque, on va dire. Ensuite, une quatrième stratégie a été employée, c'est celle des modèles génératifs, mais seulement via l'interface web. Ça a plusieurs avantages, notamment que ça ne demande pas spécialement de connaissances, comme ce qui a pu aussi être mentionné dans une présentation précédente. En revanche, il y a une grande variabilité au niveau des réponses, et ça demande aussi un petit peu de connaissances pour le post-traitement, donc l'extraction des prédictions. Ici, je vous présente rapidement le prompt qui a été donné, donc en langue naturelle, avec ici une contextualisation de 2 exemples pour entraîner d'une certaine façon le modèle, lui enseigner, alors c'est très petit, je m'excuse, mais voilà. Simplement, on lui donne des instructions, on lui demande aussi le format de sortie, et on lui donne un exemple pour qu'il le fasse correctement. Ça fonctionne assez bien, mais on va voir un peu dans le détail. Pour ce qui est de l'évaluation, j'ai donc fait une annotation de seulement 50 pages avec en tout 214 notices, et 43 de ces notices sont utilisées pour l'évaluation. C'est pas non plus une très grande échelle pour une évaluation, mais ça me paraissait être suffisant en tout cas pour ces stratégies-là. Bon, je reviens pas forcément sur les métriques d'évaluation, je vais tout de suite passer aux résultats. C'est pas très parlant, mais la moyenne F1 permet de mesurer la capacité d'extraction, mais aussi de classification d'une entité, d'un token, selon des catégories. Avec 0 étant la plus mauvaise performance et 1 étant la meilleure. Alors ce qu'on voit, ce qui ressort assez bien dans ce tableau, c'est que le modèle par règle est en réalité le plus performant, alors que c'est une stratégie qui était censée être notre modèle de base, qui est censé être dépassé par les autres. Et ensuite, c'est le modèle Chat Mistral le concurrent Mistral est un concurrent de GPT qui a les seules performances à peu près comparables. Et en revanche, voilà, le modèle qui a été pré-entraîné sur nos données, on sent quand même qu'il y a une amélioration par rapport au modèle qui a été spécialisé sur la reconnaissance d'entités nommées, mais c'est vraiment très faible en réalité, hein. Surtout quand on prend une moyenne qui est non pondérée, évidemment avec des classes qui sont très très inégales, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas une entité nommée constitue l'immense majorité des tokens, évidemment. Donc quand on prend les classes pondérées, on a forcément des valeurs qui sont bien supérieures pour tous les modèles. Donc en termes de perspective, il semble bien que la classification automatique par ces modèles-là ne soit pas encore tout à fait généralisable, en tout cas pas avec si peu de données à noter. Donc une deuxième étape consisterait à annoter un plus grand volume, mais là encore une fois se pose la question de savoir est-ce qu'on va pas produire un modèle qui est très très généraliste sur nos données à nous, mais qui ne sera pas forcément sur toutes les données bibliographiques par exemple. On a aussi le problème de la question des grands modèles génératifs. Est-ce que par exemple utiliser l'API où on a un contrôle par exemple sur la température pourrait un peu améliorer et rendre un peu plus reproductible en tout cas ces expérimentations. Une autre possibilité ce serait d'utiliser la structure des notices puisqu'évidemment il y a cette structuration et là elle est pour le coup pas exploitée encore. Mais donc tout ça, ça pose un peu la question de l'intégration de ces traitements automatisés dans la chaîne d'édition numérique. Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel, mais ça nécessite quand même un certain travail.
de réflexion en amont pour savoir quel volume de données on possède en réalité, comment est-ce qu'on les pré-traite, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça aussi, c'est-à-dire que ça demande, comme je vous l'ai montré, quand même quelques connaissances aussi, si on veut commencer à avoir son propre modèle, par exemple. Et donc, moi je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au point, mais qu'il y a vraiment du potentiel et que c'est un peu l'idée en tout cas de ce genre de projet, c'est de pouvoir essayer de voir jusqu'où on peut aller. Et en tout cas, pour moi, la prochaine étape, ça va être de construire un peu sur ce qui a été dit là. Donc merci beaucoup pour votre attention et désolée d'avoir un peu dépassé.